suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Vincent Binetruy qui dirige le Top Employers Institute, un institut qui fait des audits RH et certifie plus de 1550 entreprises dans 118 pays. Autant vous dire que quand on lui pose une question sur les tendances RH, sur l'évolution du rôle des DRH, de l'évolution de la relation des salariés à leur travail ou de l'impact de la pandémie sur les politiques RH des entreprises, il est intarissable. J'ai appris et découvert beaucoup de choses pendant cet entretien. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Bonne écoute. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous dirigez depuis septembre 2018 le Top Employer Institute, un organisme international indépendant qui évalue les stratégies et les pratiques RH des organisations et récompense les meilleures d'entre elles en leur attribuant la certification Top Employer. En France, des entreprises telles que BNP Paribas, Sanofi, SNCF et Orange ont été distinguées en 2019 par le Top Employer Institute qui travaille avec plus de 1550 organisations dans 118 pays. Rien que ça. Alors, j'ai souhaité vous interviewer, cher Vincent, car grâce à votre activité, vous avez un poste d'observation extraordinaire sur les politiques RH actuelles et nous savons qu'en ce moment, ces politiques sont tout de même un peu plus fondamentales que d'habitude. Alors, toute première question, est-ce que vous pourriez nous préciser en quoi consiste la certification délivrée par le Top Employer Institute? Oui, tout à fait. Alors cette certification, en fait, elle consiste à auditer 6 domaines, une vingtaine de thématiques et plus de 400 pratiques, en effet, en matière de ressources humaines, ce qui veut dire que c'est un audit sur pièce, c'est-à-dire que nos auditeurs vont véritablement auditer et vérifier que lorsqu'une organisation nous affirme qu'elle a mis en place telle ou telle autre pratique, process, stratégie, eh bien, elle est capable de pouvoir nous le démontrer, bien entendu. C'est vraiment un audit parfaitement factuel de ces pratiques en matière de ressources humaines. Donc, c'est un audit que l'on fait une fois par an et en effet qui récompense les entreprises qui sont certifiées pour une année pour celles qui atteignent un score minimum. Ce que vous voulez dire, c'est comme un audit financier en termes de méthodologie quasiment appliqué au RH, c'est aussi strict que ça? C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que la seule différence finalement avec le commissariat aux comptes, c'est que le commissariat aux comptes, c'est une activité légale obligatoire pour toute entreprise, là où pour l'instant en tout cas, les audits en termes de ressources humaines ne sont pas encore obligatoires. Mais c'est bien entendu ce qui se rapprocherait le plus de notre activité aujourd'hui, tout à fait. Ok. Alors comment est-ce que vous analysez d'un point de vue RH la période actuelle? C'est vrai que cette période actuelle, elle est relativement inédite. Globalement, si on regarde bien sur ce qui s'est passé sur les dernières décennies, on peut faire tout ce qu'on veut, on ne trouvera pas de période aussi inédite que celle qu'on traverse actuellement. Donc, il y a eu effectivement une nécessité d'adaptation et de démonstration d'agilité, terminologie qu'on emploie beaucoup depuis de nombreuses années, mais là, véritablement, une véritable démonstration de savoir dans quelle mesure les entreprises étaient vraiment capables de s'adapter et de démontrer de l'agilité en réagissant finalement assez rapidement. D'un point de vue RH, également, ce qui ressort, c'est la façon dont finalement le rôle clé des DRH a véritablement été en lumière, mis sur le devant de la scène. Et c'est vrai que ça a été une opportunité, c'est encore une opportunité incroyable aujourd'hui pour les DRH, véritablement de démontrer leur rôle stratégique. Et finalement, on a pour habitude de dire de les voir passer véritablement et définitivement de business partner à business maker. Et véritablement être là pour faire bouger les choses au sein des organisations et au sein des comités de direction. Là où jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, la DRH, même si elle était parfaitement intégrée à la direction générale de l'entreprise, n'était pas forcément écoutée de la même façon qu'elle peut l'être aujourd'hui. Après, d'un point de vue RH, juste pour terminer sur ce point-là, je dis quand même attention à l'épuisement de ces DRH, parce que depuis le mois de mars, voire février, pour ceux qui font partie des grands groupes qui avaient anticipé l'arrivée de l'Asie, eh bien, ils sont à un niveau d'épuisement, de stress qui est vraiment hors du commun. Donc, d'un point de vue RH, c'est un grand watch-out, en tout cas, sur cette fonction-là, et je leur tire mon chapeau. Merci beaucoup de le dire, parce que je voulais intervenir un tout petit peu plus tôt, limite vous couper, parce que c'est vrai que au premier confinement, on a beaucoup applaudi les infirmiers, à raison, les agents de caisse, à raison, les éboueurs, à raison. Et en fait, j'ai le sentiment que les DRH ont un peu été les héros oubliés. Alors, j'ai écrit des articles de temps en temps sur le sujet, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans la RH et des DRH qui écoutent Happy Work. Donc, merci pour cette pensée, parce que c'est vrai que les DRH sont un peu les oubliés en termes d'héroïsme, on va dire,
qu'il faut faire attention à eux pour le deuxième confinement, je Ah crois. ben, vous avez complètement raison. Enfin, moi, la meilleure preuve, c'est quand je discute avec un DRH, la plupart du temps, il ou elle me dit c'est simple, aujourd'hui, nous, notre rôle, c'est de demander toujours à tout le monde comment ils ou elles vont. Mais rarement, on nous retourne la question de et toi, et vous, comment vous allez en tant que DRH, quoi. C'est un peu le syndrome Amélie Poulain, en fait. Oui. Intéressant comme analogie. Alors, est-ce que la pandémie, pour vous, ça agit comme un révélateur de tendance ou comme un accélérateur de tendance? Je pense bien sûr au télétravail, C'est mais évident. peut-être aller au-delà de ça. Comment vous voyez ça? Alors oui, indéniablement, cette pandémie, elle a véritablement été un accélérateur de tendance, même si la plupart d'entre elles étaient déjà visibles depuis un certain temps. Mais là, véritablement, on a constaté une véritable accélération. J'en parlais à l'instant, il y a la nécessité d'impliquer les DRH. Donc ça, c'est vraiment une tendance de fond qu'on voyait poindre déjà depuis déjà un certain temps. Mais là, véritablement, le fait de mettre à ce point-là les DRH au sein du jeu stratégique de l'organisation, c'était quelque chose de très, très révélateur. Le télétravail, évidemment, où les entreprises ont dû du jour au lendemain s'adapter à ce nouveau mode d'organisation, même si beaucoup d'entre elles étaient déjà plutôt familières avec cette modalité d'organisation du travail, c'est vrai que mine de rien, le fait d'un seul coup passer 100% en télétravail du jour au lendemain, ça a créé forcément des tensions, des problématiques qu'il a fallu gérer. Autre point également, et c'est un peu la conséquence, en tout cas c'est un corollaire du télétravail, c'est toute la notion de responsabilisation des salariés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un collaborateur, vous l'avez plus sous la main 100% de son temps ou de votre temps, eh bien, peut se poser la question de est-ce que la confiance est là? Est-ce que j'ai confiance dans mes collaborateurs? Est-ce que je les ai 100% suffisamment habitués à être responsables et se responsabiliser pour pouvoir travailler de façon autonome? Et donc, c'est vrai que pour certaines entreprises, ça a été difficile de l'accepter. On l'a vu au moment du déconfinement, où beaucoup d'entreprises ont remis tout le monde, on va dire, au travail dans les bureaux plutôt qu'à distance. Donc, il y a des aspects de culture d'entreprise. Et puis, même pour ce reconfinement, très, très concrètement, on voit qu'il y a une baisse de la mobilité. Il y a eu une étude qui est sortie, je crois, hier, une baisse de la mobilité de 20% des trajets des Français. C'est 3 fois moins que pendant le premier confinement. Donc, ça veut dire qu'en effet, on est passé quand même sur, oui, on se remet au télétravail, mais pas tant que ça. Donc oui, ça a été révélateur d'un certain nombre de tendances, mais il y a encore, je dirais, une nécessité de faire bouger les lignes managériales et donc de la manière de manager. Je pense que les DRH qui ont géré l'urgence pour le premier confinement, là peut-être comme ils ont moins le côté logistique à gérer, peut-être qu'ils vont prendre plus le temps de former les managers et notamment les managers de proximité. Tout à fait. Pour qu'ils aient cette confiance. Oui, non, mais vous avez complètement raison. C'est vrai que l'accélération de la tendance du télétravail avec l'utilisation massive de nouveaux outils, même si certains étaient déjà déployés dans les organisations, on sait très bien que le fait de manager à distance, ce n'est pas qu'une problématique de maîtrise des outils, mais c'est qu'est-ce que je change dans ma façon de manager au-delà de simplement je sais utiliser Microsoft Teams ou je sais utiliser Zoom et lancer une réunion virtuelle. Voilà, ça va au-delà de ça, de la simple compétence technique, c'est sûr. Bien sûr. Alors, en 25 ans, et oui, déjà 25 ans, Vincent, oui. Vous avez certifié, alors je précise que vous n'êtes pas tout seul dans l'entreprise, que quand je dis vous avez certifié, je parle bien entendu de l'entreprise, plus de 1700 entreprises, donc en 25 ans. Quelle est la chose qui vous étonne le plus durant ces 25 années de collecte? Je pense que c'est l'évolution radicale qu'il y a pu y avoir dans les entreprises, qui est à l'image finalement de celle de la société, qui est le fait de passer d'un « pour vivre heureux, vivons cachés » à ouvrons-nous, inspirons-nous de ce qui se fait à l'extérieur pour s'améliorer et montrons-le. Que là où avant, en effet, on pensait que les talents étaient au sein de l'entreprise, les bonnes pratiques étaient au sein de l'entreprise, et on avait quand même assez peu tendance à s'ouvrir, à regarder ce qui se passait sur le marché. On avait peur que les compétiteurs s'intéressent un peu de trop près à ce qu'on faisait, voilà, etc. Donc ça, c'est le premier point. Et aujourd'hui, au contraire, c'est le fait de s'ouvrir, de s'inspirer de ce qui se fait et d'en profiter pour s'améliorer et surtout de le montrer et d'en être fier. Et c'est aussi finalement ce qui explique en grande partie le succès de toutes ces démarches de labellisation ou de certification, dont on est évidemment un des fers de lance en tant que Top Employers Institute, mais qui démontre bien la volonté des organisations de se benchmarker avec ce qui se fait de mieux sur le marché, et puis bien entendu ensuite de montrer la fierté
qu'on a à faire partie des meilleurs employeurs en se basant sur les meilleures pratiques en matière de ressources humaines. Vous savez, Vincent, c'est super intéressant parce que quand j'étais étudiant, j'avais des cours de philosophie. J'ai eu beaucoup de mal avec Hegel qui parlait de l'histoire qui est un éternel recommencement. Et quand vous dites que l'entreprise s'ouvre vers l'extérieur, ça me fait penser à comment on parlait d'une entreprise il y a 60 ans. On parlait d'une société. Ensuite, on a parlé d'une entreprise. Et si maintenant vous demandez, depuis une dizaine d'années, on va dire, dans quelle boîte tu travailles, on parlait de boîte, donc quelque chose de vraiment très, très fermé. Finalement, c'est depuis les années 80 qu'il y a cette tendance. C'est vrai. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, peut-être qu'on va revenir à la notion de société en remettant l'humain au centre de tout et au-dessus de l'économique, ce qu'on vit actuellement avec la pandémie, en fait. C'est tout à fait ça. Je pense qu'aujourd'hui, la notion de quête de sens, la notion d'humanité, et qui est exacerbée, j'ai envie de dire, par le développement massif des outils digitaux au sein de l'entreprise et qui démontre chaque jour la nécessité de remettre l'humain et le collaborateur au centre véritablement de l'entreprise. La notion de la terminologie de boîte que vous évoquez, je la trouve terrible. Mettre dans une boîte, c'est mettre dans une case, ça va tellement à l'encontre aujourd'hui de tout ce qu'on peut constater justement en tant qu'observatoire du marché et des ressources humaines de façon générale. Ça va tellement à l'encontre que cette terminologie, ce vocable, j'ai du mal à le faire mien. D'autant plus que, d'une certaine manière, on va tous finir dans une boîte, mon cher Vincent. Alors, ça fait le lien parfaitement avec la question suivante, qui est en 25 ans, j'imagine que, bien sûr, le rapport des salariés au travail a évolué, selon vous. Oui, et puis en plus, vous me parlez de 25 ans sur le rapport au travail. Ça me parle d'autant plus que c'est une timeline qui me parle d'autant plus que j'ai commencé de travailler véritablement il y a 25 ans. Donc forcément, ça me parle un peu de voir dans quelle mesure ça a évolué. Alors, je dirais oui et non. Est-ce que ça a évolué? Je dirais oui et non. Il y a des choses évidemment qui ont fondamentalement évolué. Il y en a d'autres qui, à mon sens, ont très peu évolué. Quand on regarde, on dit toujours les nouvelles générations ont des aspirations et des motivations fondamentalement différentes de leurs aînés, etc. Je ne suis pas convaincu de ça. Je pense que quand j'ai commencé de travailler, on était déjà en quête de reconnaissance, de responsabilisation. On était déjà en demande du fait que son entreprise soit transparente et nous dise les choses, etc. La vraie différence, elle n'était pas tant sur ses aspirations et ses motivations que sur la façon de les vivre. Je pense que quand j'ai commencé de travailler, on était prêt à accepter davantage de choses de l'entreprise. Là, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et aujourd'hui, on va manifester les choses très différemment. Là où nous, on va dire que, et c'était encore l'âge d'or des syndicats, où on avait une manifestation collective quand il y avait des choses qui n'allaient pas, c'est Je milite par exemple, ou passage à une manifestation purement individuelle. Aujourd'hui, je pars, je quitte l'entreprise, même si potentiellement je n'ai rien derrière. Sauf que je ne suis pas en accord, eh bien, je préfère partir de l'entreprise. Là où, quand j'ai commencé de travailler, je ne suis pas en accord, je milite ou je garde ça pour moi, ou je mets un peu de temps avant de partir et aller voir ailleurs. Alors, c'est vrai qu'il y avait peut-être aussi un contexte économique qui n'était pas tout à fait le même. On est peut-être sur des années, en tout cas pré-Covid. Après, on verra post-Covid de quoi on parle, mais en tout cas pré-Covid, on était sur un contexte qui fait qu'on était sur un contexte plutôt favorable. Donc, le fait de partir était peut-être moins dramatique que quand on était sur des contextes de crise. Mais je trouve qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'a pas tant changé, si ce n'est la manière d'exprimer ça. Ce qui change vraiment, à mon sens, en revanche, c'est la frontière qui est toujours plus ténue entre la vie pro et la vie professionnelle, enfin, vie perso et vie professionnelle, pardon, avec le développement massif des technologies, évidemment, sur les smartphones, les emails, les messageries instantanées, etc. Et pour autant, personnel était aussi sacralisé avec justement là une jeune génération qui dit non, ça c'est fini, ça je ne veux plus accepter. Là, c'est ma vie perso, je veux du temps, donc je travaille au 4/5e, au 4,5e, je veux travailler sur une mission humanitaire, etc. Donc, faire rentrer des aspirations davantage personnelles. Donc c'est assez marrant, effectivement, dans quelle mesure il y a un vrai changement à ce niveau-là. Les technos rentrent dans le perso, mais pour autant, on met des barrières, on met des garde-fous avec cette jeune génération qui souhaite conserver sa vie perso de façon un peu cloisonnée. Et puis juste pour terminer, ce qui reste aussi et qui n'a pas changé, que je trouve presque rassurant, même si ça risque de faire sourire, mais c'est finalement les contradictions qu'il peut y avoir entre les discours et les actes. Et ça n'a pas changé. Alors c'est presque rassurant au sens où ça démontre qu'on est
tous encore humains par rapport à ça. Et je donne un exemple, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, si on prend les générations actuelles qui rentrent sur le marché et qui nous disent être intéressées par le rôle citoyen de l'entreprise, par le fait de la quête de sens au sein de l'organisation et dans son travail au quotidien, et pour autant, cette même personne qui, quelques semaines plus tard, va partir pour un salaire plus important ou pour une entreprise qu'elle pouvait conspuer encore quelques semaines auparavant parce que pas entreprise à mission, parce que pas écologiquement respectable, etc. Mais voilà, parce que d'autres raisons font que. Donc c'est ce côté contradiction que je trouve presque rassurant en se disant que voilà, on reste humain dans notre approche du travail. C'est ça, l'humain restera toujours humain au final. Exactement. Alors, si vous deviez choisir, parce que vous connaissez très très bien les best practices RH, et vous en avez vu un paquet, j'imagine, 150 organisations scrutées. Si vous deviez choisir votre top 3 des best practices à mettre en application là, tout de suite, quelles seraient-elles ? Alors, il y aurait, je pense, ça concernerait 3 thématiques. La première thématique, ce serait de finaliser enfin la digitalisation massive de la fonction ressources humaines. C'est évidemment lié au contexte, encore une fois, qui nous a obligés à l'accélérer pour essayer de la finaliser, mais pas seulement. Et puis, ce n'est pas qu'une problématique d'outils, comme on le disait tout à l'heure, où il y a aussi toute la notion d'accompagnement des comportements et des soft skills associés, hein, bien entendu. Mais pourquoi cela ? Parce que d'une part, ça permet, en intégrant notamment des aspects d'intelligence artificielle, comment automatiser des tâches à faible valeur ajoutée et permettre aux ressources humaines de se recentrer sur les actions et les aspects plus stratégiques sur lesquels finalement l'entreprise l'attend, que ce soit la direction générale ou les collaborateurs. Donc ça, c'est le premier point. Et puis également digitaliser en continuant à digitaliser massivement tous les aspects de formation et sans forcément d'ailleurs s'appuyer que de façon traditionnelle sur les LMS, les plateformes LMS traditionnelles, mais c'est en intégrant davantage la réalité virtuelle, la réalité augmentée, implémenter des Learning Experience Platforms, par exemple, à Josh Bersing, par exemple, qui est une sommité dans le monde du Learning and Development, qui dit qu'aujourd'hui, il serait temps que justement les organisations dépensent beaucoup plus d'argent sur cette notion de Learning Experience Platform que sur des outils technologiques traditionnels de la formation, par exemple. Donc ça, c'est la première tendance, finaliser la digitalisation des RH. Deuxième tendance, continuer à creuser le sillon de la responsabilisation des salariés. C'est un point clé aujourd'hui pour s'assurer de l'engagement des collaborateurs sur le moyen et sur le long terme. Et ça peut passer, pour vous donner 2 exemples, d'une part par le fait qu'une entreprise fasse une enquête salariée à fréquence régulière, ça c'est très bien, mais le fait qu'elle puisse impliquer de plus en plus ses collaborateurs dans les plans d'action qui seront définis suite à ces enquêtes salariées. Pour vous donner juste un chiffre, les top employeurs en France, les entreprises certifiées, elles sont 60% justement à intégrer de façon systématique leurs collaborateurs dans la mise en place de plans d'action suite justement à une enquête salariée. Deuxième exemple, cet aspect de responsabilisation, c'est le fait d'être capable de se dire le collaborateur, il est capable d'entendre certaines choses et donc d'être transparent sur les modalités de rémunération de l'entreprise, éviter cet effet boîte noire où on se dit toujours mais c'est à la tête du client, je schématise à outrance mais volontairement, et aussi être transparent sur, par exemple, l'impact de la performance sur la rémunération individuelle. Si je suis bon, si j'atteins mes objectifs, ça va être quoi mon impact ? Ça va être quoi l'impact sur ma rémunération ? Et avoir quelque chose de transparent pour que les collaborateurs puissent se dire c'est donc normal qu'un tel, à un moment donné, a été mieux noté, et mieux évalué, et considéré comme talent, a eu un bonus plus gros que le mien, mais d'être capable de partager ça de façon transparente, parce que les gens sont capables de l'entendre. Et puis la troisième thématique, c'est finalement, on parle beaucoup d'onboarding, d'intégration des nouveaux collaborateurs, mais c'est aussi de soigner l'offboarding. Un collaborateur qui s'en va, c'est comment on s'assure que demain, il devient votre meilleur ambassadeur. Pourquoi ? Parce que même si il est probable que certains plans de recrutement soient un peu freinés dans ce monde post-Covid, mais pour autant, à moyen ou long terme, pour recruter, le fait d'avoir des ambassadeurs sur le marché, ou même simplement parce que ces gens-là peuvent être chez vos partenaires, chez vos clients, eh bien, soigner le départ est quelque chose de clé. Et là, je vais vous donner aussi un autre exemple. Par exemple, ce process d'offboarding, il est formalisé chez 70% des entreprises qui sont certifiées top employeurs en France, en intégrant fortement les RH et pas seulement les managers opérationnels, et justement être capable de le transformer en ambassadeur. C'est vrai que l'offboarding, on en parle peu souvent et c'est l'image employeur peut en pâtir. Donc, merci pour ces 3 points. Alors Vincent, nous arrivons
à la fin de cet entretien. Alors généralement, je pose la question, je vais vous poser, mais concernant les managers ou les salariés, là, du fait de votre activité, je vais la poser de façon un tout petit peu plus précise, on va dire. Oui. Si vous deviez donner un seul conseil, un seul, à un DRH aujourd'hui, et je vous interdis de dire « allez vous reposer », parce que ça, on a bien compris, il faut qu'ils prennent soin d'eux, mais quel serait ce conseil que vous donneriez à un DRH ? Ce serait la confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos équipes. Tenez bon, vous êtes dans le vrai, notamment quand vous décidez de faire confiance aux salariés de votre entreprise, même s'il faut pour cela tenir tête à vos collègues du comité de direction. Donc, ayez confiance en vous et en votre capacité à faire changer les choses de façon durable au sein des organisations. Écoutez, Vincent, merci sur ces belles paroles. Je sens que ça va réchauffer le cœur de pas mal de personnes qui écoutent Happy Work. Je vous remercie du temps que vous m'avez consacré. Et avec grand plaisir. C'était très intéressant. Je vous souhaite une excellente journée et bon confinement à vous. À vous également. Merci beaucoup et prenez soin de vous.